présentation. Donc, je suis Mylène Aubertin-Lehette, je suis professeure d'université à l'Université du Québec à Montréal, directrice clinique de la recherche et de la pratique clinique de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et aussi titulaire d'une chaire sur la trajectoire de soins et la trajectoire de vie des aînés et surtout la place de l'activité physique là-dedans. Alors, on est le temps, je suis capable de combler 100 slides ou presque. On est presque à midi, donc je vais espérer ne pas vous faire une postprandiale conférence, mais bien une activité dynamique. On est en activité physique, donc généralement on rehausse. Je parle vite, ça c'est mon débit classique. Donc vous allez voir, c'est obligé que cognitivement vous soyez avec moi si vous voulez suivre. Je n'ai pas eu tant de consignes que ça, donc j'espère que je vais vous capter et en tout cas que ça va être un intérêt pour vous. Donc sur ma présentation qui va donc travailler sur les gens qui consultent post-urgence à l'hôpital, en clinique externe de gériatrie, mais je ne vous présenterai pas en première ligne, donc deuxième ligne plus que première ligne, mais j'ai des projets. Je ne vous présenterai pas en EHPAD parce que j'ai des projets et qu'on n'a pas le temps, en cancéro, cardiogérie. Puis finalement, je présenterai les gens de la communauté parce que de la prévention, ça peut passer par là. Voilà, et je me suis mis dans le coin pour essayer de ne pas vous gâcher ma présentation. Donc voilà à quoi je ressemble officiellement. Il semblerait, selon mon université, mais c'est pas ça. Donc je vous ai dit, hop, ça a bougé un peu. Ça, c'est les aléas du Mac. Donc vous inquiétez pas. J'espère que c'est pas tout le reste. Donc aujourd'hui, je suis face à vous. Si vous me comprenez pas trop bien, c'est parce que ça fait 24 ans que je suis au Québec, mais je suis formée de France. Je suis formée à Montpellier à l'époque où le STAPS s'était mélangé à la fac de médecine pour le service de réadaptation physique. Donc je suis une EAPA réadaptation physique médicale et j'ai un doctorat en gérontologie du Canada sous Régent Hébert et d'autres gériatres. Donc, je vous disais, j'ai aucun conflit d'intérêt et c'est à peu près toutes les présentations que je ne ferai pas aujourd'hui pour essayer de garder, mais je les ai toutes en bas en cas où vous avez des questions. Donc, portrait du Canada, on est déjà à 22% de personnes âgées. On avait une trajectoire qui nous disait que c'est 2051 qu'on sera à 24. On en a déjà 22, contrairement à la France, juste pour vous dire que finalement, le système de santé n'est pas si mal, malgré tout. On a 7 fois moins de lits d'hôpitaux que vous. Alors imaginez, pendant la pandémie, 7 fois moins, beaucoup plus de personnes âgées, ça a créé un stress assez important. Et donc, nos personnes âgées, et ici on le définit 65 ans et plus, donc imaginez la proportion pour les 75, représentent déjà 45% de nos gens hospitalisés dans la vie courante. Alors, on nous a dit qu'il fallait parler de chute. La chute au Québec et au Canada de façon générale, mais de façon mondiale, c'est une personne sur 3 à 65 ans, c'est une personne sur 2 à 80 ans. Souvent, 45% des cas, c'est dans la vie de tous les jours. Dans 50% des cas, comme l'a bien montré Antoine et d'autres ce matin, ça peut être à domicile. Mais les conséquences sont assez énormes. On a 12 000 décès par an, de façon générale. C'est 2 milliards de dollars de soins par an qu'il faut donner sur les conséquences de la chute, qu'elles soient mineures ou graves. Et finalement, ils vont être la première cause d'hospitalisation. Donc, chez la personne âgée, on a 43% des hospitalisations qui sont liées à cette chute. Alors ici, je vous présente quelques principales causes de la chute, celles que l'on peut facilement moduler. Vous avez bien sûr les maladies chroniques, vous avez bien sûr la médication, mais vous avez aussi des choses que l'on peut jouer. Donc des choses d'un point de vue fonctionnel, la perte d'équilibre, la vitesse de marche. Vous allez avoir tout ce qui est musculaire ou composition corporelle, donc la perte de force. Et vous allez voir, moi, je fais des grosses différences entre une perte de force et une perte de masse parce qu'elles ne font pas la même chose. Et finalement, l'obésité qui est souvent une concomitante à l'intérieur de ces deux pertes. Et une autre faction qu'on en parle, c'est l'inactivité, la sédentarité. Alors, je vais commencer avec la vitesse de marche. Pourquoi elle est si intéressante que ça dans la chute? Très, très brièvement, quand on regarde la littérature, on voit bien que cette vitesse de marche, elle diminue avec l'âge. Donc, de façon générale, c'est le petit graphique sur la gauche. Je n'ai pas de pointeur, mais imaginez que je vous le fais. Donc, la vitesse de marche à travers les âges, que ce soit un homme ou une femme, elle va diminuer. Et finalement, on le sait depuis assez longtemps, et ça, c'est le graphique de droite. Si vous regardez donc la ligne rouge, qui est celle des vitesses de marche en dessous de 0,6 mètres par seconde, eh bien, ils ont 4 à 5 fois plus de risques de devenir dépendants, et c'est souvent dans l'année ou quasiment dans la charge. Donc, on voit bien que cette vitesse de marche, simple, assez facile à mesurer, parce qu'il faut être des fois pragmatique et pas juste des chercheurs.
c'est un peu la force de notre laboratoire, est un indicateur qui peut être un premier indicateur, en tout cas, puisque les chiffres nous le montrent bien, la dépendance semble être reliée à ça. Alors, une fois qu'on a vu la vitesse de marche, qu'en est-il de la fameuse composition corporelle ou fonction musculaire? Donc, la masse musculaire, elle diminue avec l'âge, tant chez l'homme que chez la femme, et y compris dans un vieillissement normal. Et malheureusement, pour à peu près, je dirais, 60% de cet amphithéâtre, on est déjà en train d'en perdre. Donc, après 30 ans, on commence déjà à en perdre, même si on fait de l'activité physique, mais on n'en perd pas tant que ça, on en perd 1 à 2% à tous les 10 ans. Mais à partir de 50, 55 ans, donc généralement chez la femme, la ménopause, gros clash pour nous, malheureusement, et c'est naturel, on passe à ce moment-là à 1 à 2% ou 3% par année. Donc, on voit bien qu'il faut trouver des solutions parce que la masse musculaire, tout comme la force musculaire, qui diminue elle aussi avec l'âge normal, que ce soit le membre supérieur ou nos jambes, la force des membres inférieurs, elles sont fortement reliées à cette vitesse de marche. Alors, on a voulu voir dans un premier temps, et puis vraiment, à un moment donné, c'était donc mes premières recherches en 2012 que j'ai faites avec le Gérontopole de Toulouse, qui n'est pas un gérontopole dans le sens franco-français, mais bien un laboratoire de recherche spécialisé en gérontologie qui a maintenant un IHU. On s'est posé la question, oui, mais pour les cliniciens, c'est bien beau de dire tout ça, mais est-ce qu'il y a un indicateur que l'on peut dire c'est le mieux qui est prédit par rapport à ça? Pourquoi on s'est posé cette question-là? Donc, en rouge, tout en bas, qui est le niveau 1, qui est quand même protégeant, c'est le fameux indicateur de sarcopénie, donc masse maigre appendiculaire divisée par le poids. Et c'était souvent, en tout cas dans la gériatrie et la gériatrie physique, cet indicateur-là qui était utilisé. Puis il y a eu des recherches, je ne les montrerai pas aujourd'hui tant que ça, y compris de moi-même, qui ont montré que la masse, ce n'était pas la force, puis que ça ne nous aidait pas tant que ça. Alors on s'est dit, est-ce qu'un gériatre peut faire un test classique ou pas? Donc l'obésité en était un, c'est le deuxième indicateur quand vous revenez vers moi. Finalement, il prédit peut-être presque plus que la masse musculaire appendiculaire, ici, le fat free mass pourcentage. Et puis on va venir ici. UB, c'est pour le upper body, donc tout ce qui est force de préhension. LB, c'est pour le lower body, qui se mesure moins bien cliniquement, mais avec lequel on fait un leg press. Donc on voulait voir, est-ce qu'il y a un moyen d'aller entre le côté recherche puis le côté pas recherche? Donc, on est allé sur, ici, le Upper Body Strength. Donc, c'est la force de préhension en absolu. Et si vous la regardez, en fait, elle est presque meilleure puisqu'elle prédit 4 fois plus le risque que la sarcopénie pour, par exemple, ici, la perte de la vitesse de marche. Mais sur tous les autres côtés, c'est la difficulté de se lever, d'être capable de se lever d'une chaise ou de marcher rapidement. Alors, je ne sais pas pour vous à quand commencer, mais nous, traverser une rue à Montréal, ça prend un certain stress. On a des timers, donc du temps que l'on met là-dessus. On a à peu près 22 secondes pour traverser 4 voies de circulation. Imaginez l'hiver, la glace, la neige, et que vous êtes une personne âgée, vous avez intérêt à avoir une bonne capacité de marche. Donc, on s'est aperçu que cet indicateur, quand on le divisait par le poids corporel tout simplement, donc vous faites un test de force qui va vous prendre, on va dire, 150 €, un dynamomètre, vous divisez par le poids corporel de votre patient, vous êtes déjà meilleur que le fameux ostéodensitomètre qui vous permettait de faire de la sarcopénie. Et finalement, parce qu'il est beaucoup plus relié à la fonctionnalité, les membres inférieurs, pour bouger, il vous faut des muscles dans les membres inférieurs, mais ce n'est pas si facile que ça, mais c'est 10 à 12 fois plus prédictif que les autres. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, on va aller à l'inverse. Le gériatre, lui, il ne sait pas quel indicateur il veut voir, mais il sait à quoi ressemble sa personne. Donc, on a divisé des gens en fonction de la capacité fonctionnelle. Est-ce qu'ils étaient considérés comme en bonne capacité fonctionnelle selon les critères du SPPB ou en moins bonne capacité fonctionnelle? Donc, ici, c'est une première étude pilote que je vous montre parce que les chiffres sont parlants et simples, mais on l'a confirmé dans des plus grandes études de cohorte. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, si vous regardez, l'âge était identique entre les deux groupes parce que souvent on se dit plus ils vont vieillir, plus ça va être ça. Donc là, ici, on voulait des gens du même âge et assez jeunes. Je veux dire, en gériatrie, 59 et 61 ans, vous ne les voyez pas, sinon c'est qu'ils sont polymorbides, un vieillissement qui est problématique, voire un vieillissement symptomatique. Et surprenamment, encore une fois dans ces études-là, l'IMC n'est pas un bon indicateur et la masse musculaire mesurée par ostéocentimétrie n'est pas un bon indicateur.
Et regardez ici, qui est tout simple, on revient encore sur la force musculaire dusée par le poids corporel, qui est un indicateur qui se différencie entre les deux. Donc, on voit que cliniquement, il y a peut-être des choses à faire pour arriver à détecter nos gens de façon générale. Et on voit bien que tous les critères de capacité fonctionnelle sont différents entre nos groupes. Donc, on les avait bien classés selon le schéma. Alors, maintenant qu'on a dit qu'il y avait des prédicteurs, il y en a un autre qui est le plus important et qui est quand même la troisième cause de mortalité et de vieillissement accéléré selon l'OMS, mais on est là, c'est l'inactivité ou la sédentarité. Si vous regardez la littérature, je ne suis pas la seule à le montrer. Ici, vous avez une étude de Rogers en 2017 déjà, qui, en fait, ici, vous avez une trajectoire et finalement, les couleurs sur les graphiques, c'est l'historique d'activité physique. Donc, est-ce que la personne se disait sédentaire? Ici, je dirais inactive. Mais sédentaire, c'est ici, ils l'ont fait selon le coût énergétique de l'activité. Donc, est-ce qu'ils faisaient des activités qui étaient de moins de 1,5 mètres par jour, finalement légèrement actives? Donc, ils faisaient des activités de 1,5 à 3,5, modérément actives de 3,5 à 5 et vigoureusement actives au moins 5 et plus par jour. Juste pour vous dire, les légèrement actifs, ça va être jardiner, faire son ménage, monter les escaliers, laver la vaisselle, laver la voiture, etc. Aller marcher un petit peu dehors au parc avec son chien ou avec ses amis, toutes ces activités que nous, on aime beaucoup au Québec malgré tout. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est qu'à partir de 70 ans, dès que vous avez un parcours qui est un peu trop sédentaire ou un peu trop léger, vous allez devenir fragile. Mais finalement, si vous regardez les gens qui sont modérément ou vigoureusement actifs, donc qui répondent aux critères de l'OMS, mais on ne les voit pas avant 89-90 ans. Donc, il semble quand même que l'historique, l'éducation à la mise en action peut être intéressante chez nos personnes âgées. Malheureusement, les chiffres, même si on dit que c'est super beau, ne sont pas là. On a 67% des aînés, donc âgés de 60 ans et plus, donc j'ose même pas vous dire les chiffres de 75 et plus, c'est encore plus, mais juste 60 ans, parce que des fois la prévention, ça passe par l'action d'y aller avant, sont sédentaires. Donc la sédentarité, c'est de passer au moins 6 heures à 8 heures en dehors du sommeil dans des activités de moins de 1,5 mètres. Et au niveau de l'inactivité physique, c'est-à-dire ne pas faire 150 minutes d'activité physique par semaine, on a 70% des femmes et 60% des hommes qui sont sédentaires. C'est le rapport que l'on a au Québec et je peux vous dire qu'en France, vous êtes à peu près au même niveau. Donc l'inactivité, on peut la contrer facilement. La sédentarité aussi, même si par exemple nous, ici, on est à peu près tous peut-être actifs, mais sédentaires par notre travail de tous les jours. Alors, que disent notre littérature? Ici, on a pris des gens qui avaient 50 ans et plus et on a regardé l'historique d'activité physique. C'est bien beau. Et ils étaient physiquement actifs de façon volontaire. Donc, on leur a jamais dit quoi faire, on leur a jamais dit s'ils devaient être actifs ou pas. Et ce qu'on a vu sur 5 ans, en fait, c'est que notre fameuse force musculaire des membres supérieurs divisée par le poids corporel, ben, elle est bien interreliée entre ceux qui n'ont pas d'historique d'activité physique et ceux qui en ont. Ici, c'est un fait surprenant, je veux juste vous le montrer. C'est que c'était des gens recrutés dans ce qu'on appelle les YMCA. Les YMCA, c'est des structures pour faire de l'activité physique qui existent en Canada, aux États-Unis. J'étais assez surprise de voir qu'on avait eu des gens qui étaient inscrits et on a les mêmes données qui ne font pas d'activité physique, mais qui sont inscrits dans un club d'activité physique et qui s'y déplacent. Parce qu'on collectait les données à chaque fois qu'ils passaient une carte magnétique de membre. Je veux juste vous montrer à quel point le social, des fois, peut être intéressant. Alors, une autre étude sur laquelle on nous a demandé d'aller travailler, c'est que si c'est bien beau que l'activité physique, puis l'activité physique prédit la vitesse de marche et donc permet d'avoir les trucs, sur quoi je dois dire à mon EAPA, à mon physiothérapeute, à mon équipe de réadaptation de mieux travailler et de travailler en premier. Donc, on a essayé de voir les médiateurs physiques, physiologiques qui pouvaient prédire la relation être actif et avoir une bonne vitesse de marche. Et ce qu'on a remarqué, c'est que cette étude, elle a été faite donc de nouveau avec le Gérontopole de Toulouse et notre cohorte de YMCA. Donc, on a mélangé des études européennes et des études canadiennes parce que souvent, c'est un peu le défaut. On est en Normandie, hein, il ne faut pas mélanger une pomme rouge avec une pomme verte ou une pomme jaune. Mais là, c'est un peu ça. Donc là, on les a mélangés pour que ça soit représentatif. Et finalement, la seule variable qui ressortait pour dire la relation, elle est vraie, et elle est seulement vraie lorsque la force relative est en ses bon état.
L'IMC influençait peu, la masse grasse influençait peu, la masse musculaire influençait peu. Et dans le modèle total, en fait, quand on ne regarde pas à l'intérieur, ben on s'aperçoit que c'est le seul qui va médier cette phrase que l'on dit souvent. C'est bien beau de nous dire qu'il faut être actif, mais il faut être actif à vie. Alors, je dis souvent à mes personnes âgées, il vaut mieux commencer un peu, mais pas trop, mais être actif complètement. Je vois quelqu'un se lever, j'espère juste que c'est parce que je viens de dire qu'il faut être actif et pas sédentaire. Et donc, ce que l'on remarque en fait ici, c'est une étude qui a été menée par Laurent Bosquet de Poitiers, c'est que le nombre de jours d'arrêt d'entraînement. Donc ici, on est quand même chez des gens de la communauté avec aucun problème. Et on voit bien que quand ils s'arrêtent de s'entraîner, donc quand on fait des interventions en activité physique, puis qu'on dit bye-bye au bout de 12 semaines, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe ça s'ils ne continuent pas. Ils vont finalement redécliner vers l'intérieur. Et on voit dans cette étude, en fait, que c'est les personnes inactives de départ sur le côté droit et les gens de plus de 65 ans qui sont encore plus observants dans cet effet-là. Donc, il y a un vrai message de santé publique à avoir et nous, à faire attention dans nos parcours de soins ou parcours de vie. Parce que vous êtes certainement des gens dans le domaine médical aussi, j'ai voulu vous montrer à l'hôpital. Un des chiffres qui nous montre, c'est qu'en fait, il faut intervenir tôt, il faut intervenir pour tout le monde. Et une des problématiques que l'on a ici, c'est des gens hospitalisés, Y pour jeunes, O pour âgés. Et en fait, donc, en valeur près, ben forcément, ils sont différents, hein, c'est des jeunes et des âgés. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que pendant l'hospitalisation ou avant l'entraînement, donc le fameux OMP post, ben forcément, en post-hospitalisation, ils ont tous décliné. C'est ce qu'on appelle le déclin iatrogène avant et maintenant le déconditionnement physique. En tout cas, au Québec, on a arrêté d'utiliser le mot déclin iatrogène. Mais quand on les entraîne, regardez, les jeunes récupèrent le niveau initial. Nos personnes âgées vont avoir un déficit si on n'intervient pas assez tôt. Et c'est ce qu'on appellerait en fait la fameuse crise catabolique du cercle vicieux qui commence si nous, comme soignants ou comme intervenants cliniques, on n'est pas bon. Alors maintenant que j'espère vous avoir convaincu, qu'est-ce que l'on fait au Québec, ou en tout cas à travers mon laboratoire, pour améliorer tout ça? Donc ça, c'est le parcours de soins cliniques. Ils vont venir, ils sont indépendants. On a à peu près 25 à 35% de gens qui ne sont jamais vus par le système soignant, même s'ils ont plus de 70 ans. Ils vont peut-être aller en clinique externe, clinique de chute, ou ils vont aussi passer par les urgences. Surtout chez nous, avoir un médecin de famille, c'est comme avoir un cadeau du Père Noël, mais le vrai. C'est presque pas possible. Donc, notre porte d'entrée pour avoir un soin et une prise en charge, c'est l'urgence. Finalement, on va avoir les gens hospitalisés et le CHSLD, c'est votre équivalent de l'EHPAD chez la personne dépendante. Donc, dans notre laboratoire, ben, ça, c'est tous les programmes pragmatiques, et je dis bien pragmatiques, qui ont été co-créés avec les équipes de soins, les médecins, les patients, les proches aidants, pour essayer de répondre à une solution qui est que nos personnes âgées, un, n'habitent pas à côté du parcours de soins, et deux, on ne pourra pas, même si j'en rêve, mettre un EAPA ou un physiothérapeute, kinésithérapeute, choisissez le mot, dans chaque domicile de personnes âgées au nombre que l'on a. Donc, il faut trouver des solutions. Et je dis toujours qu'un petit gain, c'est toujours mieux que rien. Alors, voici les modèles et je vais vous présenter aujourd'hui PACE, CDCOM en urgence, puis MATCH, qui est pendant l'hospitalisation, mais j'ai à peu près tout ça là-dedans. Donc, je voulais vous montrer, parce qu'on m'a demandé les shooters, l'exemple de MATCH chez des gens hospitalisés en clinique, en unité de courte durée gériatrique. On l'a fait en SSR, qui est l'équivalent chez nous de soins post-aigus et unité de recherche fonctionnelle, mais je ne vous les montre pas, les chiffres sont encore mieux même que chez des gens fragilisés et chuteurs. Donc, notre soin, je vous l'ai dit, 45%, et le pourquoi on s'y intéresse, pourquoi moi je m'y intéresse quand je suis une spécialiste de la fonction musculaire, c'est à cause de ces chiffres-là. On a encore, malheureusement, malgré tous les parcours, dans la gériatrie, le soin gériatrique, de l'agisme. Même si on est en gériatrie, et je dois le dire, moi j'ai un agisme positif, c'est mon biais, j'y crois, l'activité physique, et j'en suis mordue, mais on a beaucoup d'agisme négatif. On les laisse coucher pendant le soin parce qu'ils sont fatigués, il ne faut pas les perturber, et ça fait qu'on a, même si la position assise est de plus en plus mieux, mais ça reste qu'elle est quand même très sédentaire, -4 et -2 sur les positions assises et debout par rapport à quand ils s'étaient arrivés à l'hôpital, c'est-à-dire juste chez eux. Et comme l'a dit le monsieur avant, ils arrivent déjà fragilisés. Alors imaginez
ils étaient peut-être plus actifs. Les chiffres que je vous montre, moins 6, moins 16%, ça a été observé après 3 jours d'hospitalisation. 3 jours. On sait que les pourcentages sont encore plus grands. Et la littérature nous montre qu'il y a 50% de gens qui ressortent avec des incapacités physiques et fonctionnelles alors qu'ils n'en avaient pas à l'entrée. On a 66% des gens qui vont chuter dans les 3 mois post-hospitalisation. Donc, ils ont été soignés pour ce qu'ils ont été rentrés, mais pas pour les conséquences du déclin iatrogène ou la déconditionnement. Et finalement, on en a 1 sur 3 qui revient à l'hôpital. Donc, on n'est pas très bon dans notre fameux parcours de soins utopique d'être le plus efficient, c'est-à-dire on les voit une fois, mais on ne veut pas les revoir parce qu'ils sont encore ensemble. Alors, malgré toute la littérature que l'on a pu faire au sein de notre laboratoire qui montre que ça fonctionne, l'activité physique, ça fonctionne sur à peu près tout, quand on regarde la prescription ou la mise en place de programmes, c'est de 0 à 25%. Et les chiffres sont vrais, y compris en France. Vous avez un hôpital qui est un peu fancy, qui y croit ou qui a été contaminé par un chercheur comme moi. Donc, par exemple, à Toulouse, tous mes programmes, ils y roulent de façon quotidienne, mais j'y suis plus. Mais ils ont été contaminés, donc tant mieux. Moi, j'aime ça, la contamination positive et pas celle de la Covid. Alors, quand on les a interrogés et quand on a regardé la littérature, ben, le problème, c'est que c'est supervisé. Alors, c'est super cool de pouvoir être supervisé, on le sait, c'est plus efficace. Mais si c'est pour rien donner, il faut peut-être trouver une autre solution. Ils ne sont pas individualisés ou ils sont trop individualisés. Donc, ça dépend peut-être du physiatre ou du kinésithérapeute ou de l'EAPA que l'on a en face. Et soit ils ne le sont pas, soit ils le sont trop. Ça fait que, on va prendre un nom français, Monsieur Dupont, il est à Caen ou il est à Bordeaux, mais il n'aura peut-être pas le même soin, même s'il est en gériatrie et que finalement, il devrait avoir le même soin. Beaucoup utilisent des équipements d'activité physique. Ben, je ne sais pas pour vous en France, mais nous, au Canada, il n'y a pas d'espace. On n'a déjà pas assez de lits. Alors, ce n'est pas pour mettre une salle d'activité physique. Et en plus, même déjà avant la pandémie, il y avait toute la question de sécurité. Est-ce qu'on la laisse libre? Qui la laisse libre? Comment on la nettoie? Alors, imaginez, pendant la pandémie, ça a été pire. Et finalement, quand ça l'est, ils ont été créés par des recherches, ça a été non intégré. Donc, nous, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle de la co-création. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de voir c'est quoi les causes de non-intégration, tant pour le patient et ses proches. Donc, le patient, la première chose, c'est qu'il n'a pas de prescription par le médecin. Vous avez encore, je ne sais pas combien il y en a dans la salle, vous avez une force de frappe qui est énorme. On parle comme ça, une force de frappe au Québec, c'est-à-dire que l'effet de la blouse blanche, elle est importante. Même si la prescription n'a pas de valeur de soins, qu'elle ne va pas donner de remboursement, le fait que le médecin dise « Monsieur Dupont, vous devriez faire des exercices qui vont vous être donnés par votre kinésithérapeute, votre EAPA, parce que c'est important pour votre soin », vous allez déjà convaincre la personne. Si vous dites rien, puis que le EAPA ou le kinésithérapeute vient, ils vont potentiellement le faire, mais ce n'est pas sûr. Donc la force de frappe, elle est là. Et du coup, ils se disent, ben, j'ai des limitations de santé, mon médecin ne m'a pas dit, ça veut dire que ce n'est pas bon pour moi. Ou j'ai peur de me blesser puisque mon médecin ne m'a pas permis de faire la chose. Donc on voit bien le rôle de la blouse blanche qui sera certainement plus aussi vrai d'ici 30 ans, où on commence à être éduqué, etc. Mais actuellement, au moins pour les 30 prochaines années. Système de soins ou personnel de soins, eh bien, il y a de l'agisme, beaucoup. Ils sont fatigués, ils ne sont pas capables, on va les épuiser. Il y a aussi un manque de ressources et un manque de personnel en activité physique adapté ou réadaptation. Le sacro-saint manque de temps, il ne faut pas que ça prenne du temps. Et finalement, un manque de savoir et de formation. À chaque fois, j'oublie pour la France, mais pour le Québec, ils passent à peine une demi-journée sur toute leur formation médicale à savoir c'est quoi de l'activité physique puis comment on fait ça. Donc, à part dire il faut faire 150 minutes d'activité physique et que c'est important, c'est à peu près ça que retiennent nos gériatres quand ils sortent de la formation. Finalement, quand vous voulez faire un programme d'activité physique puis que ça change, il ne faut pas juste parler au personnel de soins, il faut parler à l'hôpital, à ceux qui donnent le cash, qui gèrent le budget. Donc, la première chose, c'est qu'ils sont payés sur la curation. Hein. Ils ne sont pas payés sur la prévention. Alors, la prévention, ça ne les intéresse pas si ça coûte cher. Ils te disent, il y a du manque de personnel, alors tu gères avec ça, puis tu vois si ton équipe peut te le faire. Ils n'ont pas d'espace, puis ils ne peuvent pas acheter du matériel. Et finalement, il y a des questions de propreté, sécurité, puis pendant la Covid, ça a été encore plus vrai. Donc, on est parti sur ça, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a fait, et ça, c'est tous les modèles que je vais vous présenter qu'on a fait, qu'on appelle la co-création. Donc, on a pris des spécialistes de l'activité physique ou de la gériatrie, mais d'un point de vue académique, et finalement des spécialistes du soin, y compris le patient et le proche aidant. Chez nous, maintenant, ce sont des chercheurs dans nos équipes, le patient et le proche aidant. Et on est obligé d'en avoir, d'ailleurs, pour être meilleur. Et une fois qu'on a pris tout ça, donc on a fait des réunions, des focus group, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on a créé Match.
Match, qu'est-ce que c'est? La première chose, je vous ai dit, le premier problème que l'on avait, c'est que M. Dupont, s'il était à Caen ou à Bordeaux, il ne pouvait pas avoir le même programme. Donc, on a créé ce qu'on appelle un arbre décisionnel qui permet que M. Dupont, quel que soit le médecin ou le patient, le clinicien de réadaptation qu'il a, il va avoir le même score. Et on le fait sur 3 tests que tous les physiothérapeutes ou les médecins ont considérés faisables, sans trop de matériel, sans trop d'espace. Un test de la chaise levée 30 secondes, c'est validé et c'est facile à faire. Il prend une chaise, un mur, un chrono. Et le mur pour la sécurité. Équilibre, juste l'équilibre bipodal, parce que à l'hôpital, les 3/4 des gens qui sont en gériatrie sont déjà très fragilisés et ça nous suffisait pour voir quel type de programme fragiliser. Finalement, on avait l'état cognitif qui a été inscrit juste pour savoir à quel niveau de rappel ou de suivi on pouvait avoir besoin de la personne âgée. Et finalement, même si la marche, ça rentre pas dans la prise de chute, si on veut qu'ils reviennent chez eux, puis qu'ils bougent autour de chez eux, puis que socialement ils soient là, on a quand même une vitesse de marche qui nous donne un temps par jour à faire. Donc, cette vitesse marche, elle sert à dire, Monsieur Dupont, vous devez faire 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, 30 minutes par jour. Une fois qu'on a ça, ça donne ce programme-là qui est enseigné par la personne de la physiothérapie une seule fois. Et on a utilisé ce qu'on appelle le modèle de empowerment, c'est-à-dire qu'on dit aux patients et aux patients, vous êtes responsable de votre soin, et si vous le faites, vous allez sortir encore plus vite, avec moins de soins à domicile et rester plus longtemps chez vous. Mais je vous ai dit, le médecin est important. Donc, le médecin, il a un rôle. Il remplit, désolé, c'est un Mac, j'aurais dû le redonner en PDF, il remplit donc cette fausse prescription, il la donne en papier, mais il a aussi un rôle de retour à chaque jour. Je vous ai dit, on voit l'activité physique comme un médicament. Donc, s'il contrôle que le médicament marche bien, eh bien, il doit contrôler que l'activité physique marche bien. Donc, les médecins nous ont dit, on ne sait pas quoi dire. Alors, on a pré-créé des phrases qui les obligent à dire. Il a dit ça, ben, dites-lui de continuer. Il a dit qu'il n'en a pas fait, dites-lui qu'il faut en faire au moins un. C'est important pour sa santé. Ça marche super bien. En tout cas, ça marchait bien, nous, pré-pandémie. Je vous le dis juste d'avance. Donc, voici les résultats. Comme la littérature nous le dit, entre l'admission et la prescription, on avait entre 2 jours en moyenne au moment où ça se donnait. Entre l'admission et l'enseignement, on avait 3 jours. Donc, la liaison se faisait quand même assez bien. Et on avait réussi à recruter, parce qu'il fallait un formulaire de consentement, puisqu'on était en recherche, 50% de nos gens éligibles. C'est-à-dire que ceux qui étaient éligibles, il y en a 50% qui n'ont pas consenti. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ceux qui n'ont pas consenti et ceux qui ont consenti étaient identiques d'un point de vue clinique, alors qu'on pensait que ça allait être des gens peut-être plus détériorés, plus isolés, etc. Identiques. Lorsque l'on regarde les prescriptions, on s'est peut-être dit, à la sélection, il y a peut-être eu un petit agisme, on n'a pas de programme rouge. C'est les gens qui peuvent faire ça dans leur lit. Mais je ne vous le montre pas aujourd'hui pour des questions de temps, mais dans la deuxième version, on y est arrivé, on a eu des programmes rouges et on les a fait dans toutes les unités. Adhésion, donc le nombre de sessions réalisées à faire seul, sans supervision, autour de sa chambre, 83% sur celles qui devraient faire à travers leur séjour, et la rétroaction du médecin dans 90% des cas. Donc les médecins, ça a l'air quelque chose qui était faisable. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Équipe de soins, de façon générale, médecins, réadapte, etc., IPA et préposés aux bénéficiaires aides-soignants, nous ont dit que c'était adéquat dans 80% des cas, que c'était facile et 97% des cas, c'était satisfait de cette espèce d'outil. Le patient, lui, 90% satisfait de l'outil, 100% de plaisir. Donc, on voit bien, on a même eu un problème à un moment de contamination, donc on a dû faire ça par étage, tellement il y avait du plaisir. Faisabilité, donc c'est savoir est-ce que c'est implantable à long terme. Donc, le SUS, qui est l'élément, nous dit que oui, c'est fortement acceptable avec 79, que la satisfaction est de 67% et l'adhérence de 87%, ce qui sont des chiffres assez impressionnants face à la mise en place d'un outil aussi simple et pragmatique. Maintenant, est-ce que ça marche? Parce que c'est bien beau que ce soit faisable, etc., mais on a besoin de ça. Alors, au niveau ici, vous n'avez que des shooters. Je ne vous montre que les shooters puisque c'était l'objectif. Ils ont 83 ans en moyenne. Et donc, ce que l'on observe, c'est que la vitesse de marche, elle tend à s'améliorer, mais elle est cliniquement améliorée puisque c'est 0,1 mètre par seconde dans le groupe match qui est en bleu. Puis dans le groupe soins usuels, qui avait quand même de la kinésithérapie ou physiothérapie, ils s'améliorent, mais même pas précliniquement au niveau de la vitesse de marche. Au moins, ils se maintiennent. Donc, le soin usuel est bon, mais rajouter un petit peu match pourrait être encore meilleur.
Time Up and Go, pareil, ils se maintiennent du point de vue du groupe de soins usuels, mais ils s'améliorent cliniquement et statistiquement au niveau du groupe match. Et c'est la même chose au niveau de l'équilibre via le Berg, qui est un système utilisé par nos physiothérapeutes. Maintenant, je vous ai dit, les soignants, c'est bien beau, les effets, c'est bien beau, mais qu'en est-il au niveau des sous-sous? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que c'est cost effectiveness? Est-ce que c'est un coût efficacité? Ce que l'on montre, alors que nos soignants n'étaient pas, c'est qu'ils ont eu moins de temps contact avec l'équipe de réadaptation. Nos patients. Pourtant, je vous ai dit, ils étaient identiques à l'entrée. Et surtout, et ça, généralement, le gestionnaire, il aime ça, la durée de séjour était significativement pas inférieure, mais elle l'était cliniquement et surtout monétairement, puisqu'on avait en moyenne 9 jours de moins chez nos gens, 11 jours, entre 9 jours et 11 jours de moins. Puis vous le voyez, c'est ici les traitements de réhabilitation que l'on a et que l'on a publiés là-dessus. Donc, petit outil potentiel d'un grand effet à travers nos 3 barrières, le patient, le médecin et les gestionnaires ou les responsables institutionnels. Je vous montre à la sortie, j'aurais pas dû avoir ça, donc je vais aller très vite, mais à la sortie, ça peut être aussi un effet. Si vous me dites, j'ai pas le temps pendant, on peut peut-être essayer de se dire, on va au moins lui donner quelque chose à la sortie pour pas qu'il rentre dans son canapé et qu'il soit assis, vu que je vous ai dit que l'inactivité, ça marche. Donc c'est le même principe, on a fait des réunions, un arbre décisionnel, ça crée un programme. Ici, c'est vraiment les très, très vieilles images. Les prenez pas, elles sont moches à souhait, mais on les a améliorées au fur et à mesure. Et donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent être faites dans un domicile, une chambre de résidence pour aînés, n'importe où. Et c'est ça l'objectif. Qu'est-ce qu'on observe? La pertinence ou la très grande pertinence. On est à 88% de la part du patient et du professionnel, 71% qui trouvent que ça s'intègre facilement à la tâche. Si vous n'avez pas une équipe de soins qui considère que c'est pas facile, que c'est pas faisable, que c'est pas pertinent, une fois que la recherche va partir, il n'y aura rien au bout. Donc ça, c'est votre équipe et votre solution gagnante. Au niveau de l'adhérence, vous voyez, il y a quand même une flexibilité, mais on a 70% qui dépassent les recommandations minimum d'activité physique et on a eu 59% de prescription de l'outil versus 30%. Alors, pourquoi 30%? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était entre 0 et 25. Notre hôpital, il est avec, physiquement, il y a une passerelle qui sépare le centre de recherche où je suis de l'hôpital où j'ai testé. Donc, il est un petit peu contaminé, mais malgré la contamination, on a réussi à améliorer tout ça. Au niveau de l'acceptabilité des patients, ils ont soit du plaisir, soit satisfaits, même s'ils sont retournés chez eux, qu'ils l'ont fait tout seuls et que la seule chose qu'on avait, c'était des appels téléphoniques à l'intérieur de la première semaine comme médicament, après 3 semaines, après 6 semaines, puis après 12 semaines. Pourquoi 12? Parce que c'est un peu comme le monsieur qui vient d'expliquer. Nous, à toutes les 12 semaines, ils ont une visite de suivi. Donc, on est dans le parcours de soins. On n'est absolument pas à ajouter des séances. Au niveau des effets, on a amélioré la vitesse de marche à l'intérieur maîtrisée par le Time Up and Go et finalement le assis debout qui est un prédicteur de capacité fonctionnelle et de perte de fonction musculaire. Au niveau des chutes, parce que c'était notre première cause de non-prescription d'activité physique, ils avaient peur que ça chute. Ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que le nombre de chuteurs et non-chuteurs au niveau de la prévalence était à peu près la même pendant la prescription. Donc, on avait autant de chuteurs que de non-chuteurs qui ont reçu PAP. Et finalement, des gens qui ont chuté avant le programme, donc il y en avait 62% qui avaient déclaré avoir une chute, même s'il y en a qui sont non-chuteurs complets, parce que vous pouvez avoir chuté une fois dans l'année, vous n'êtes pas chuteur, c'est au moins 2. Donc c'est de là le 62 versus le 50. Mais finalement, pendant la chute et après le programme, on n'était plus qu'à 35% qui se qualifiaient comme chuteurs. Donc de temps en temps, l'activité physique peut être efficace, même aussi simplement, pour réduire les chutes, ou en tout cas la prévalence de chuteurs à travers 12 semaines. Première ligne, deuxième ligne, vous tenez toujours bon? Je suis encore dans mes temps, j'ai à peu près 20 minutes, donc je vais continuer. L'exemple PACE, première ligne et deuxième ligne, je vais vous présenter aujourd'hui la deuxième ligne, donc la clinique Esther de gériatrie. Et parce qu'on voulait aller sur les chutes, je vais vous présenter seulement les patients qui ont été admis à la clinique de syndrome gériatrique et de chute, mais on a 2 cliniques. Parcours, toujours aussi en co-création, le patient arrive, nous, dans la clinique externe de gériatrie, qui est beaucoup moins bien organisée qu'en France. En cognition, nous, ils n'ont pas de service de réadaptation, ils ne voient pas l'infirmière, ils ne voient pas la neuropsy obligatoirement. Ça va dépendre du choix parce que nos soins ne sont pas aussi intégrés.
Donc, le médecin arrive et il pose 12 questions. Les 12 questions, pourquoi? C'est des questions qui sont validées d'un programme, de plusieurs questionnaires, mais c'est les seules qui ont été considérées pertinentes par nos gériatres, mais qui nous permettaient, vous allez voir, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, le ABC, c'est avoir 3 scores, un score de capacité cardiovasculaire, un score d'équilibre et un score de flexibilité du tronc, puisqu'on veut aller améliorer toutes ces composantes, et finalement un score total de capacité à la marche. Dans la co-création, juste vous dire, ça c'est la version 1, on a fait une version 2 où on s'est aperçu que 2 questions étaient mal posées ou mal diagnostiquées, c'est-à-dire que 1, le gériatre n'arrivait pas à la poser, ou le proche aidant ne la comprenait pas, ou le patient ne la comprenait pas, et qu'elle n'était pas reliée à notre arbre décisionnel objectif, qui est fait par l'équipe de réadaptation ou l'infirmière. Toujours cette fameuse prescription, parce que même en clinique externe de gériatrie, la blouse blanche a un effet primordial et pivot. Donc, une fois qu'il a eu sa prescription pendant son soin, et pas plus que ça parce qu'il ne voit pas de professionnel, il y a un appel téléphonique fait, donc kinésiologue, EAPA ou équipe de réadaptation, qui les appelle et qui leur dit on aurait un rendez-vous. Et parce qu'on était pendant la pandémie, cette visite pouvait se faire par Zoom ou en personne. Voici les tests de l'arbre décisionnel objectif et je vous reviens donc avec ces fameuses couleurs. Comment c'est fait? Le portrait en clinique externe est un portrait divers. Je ne vais pas l'apprendre aux gériatres qui sont là aujourd'hui. J'en vois un qui fait la modération, mais de façon générale, s'il est en clinique cognition ou s'il est en clinique de chute ou pas, ben, vous n'avez pas les mêmes problèmes de santé dans un premier cas. Et finalement, l'âge peut être diversifié s'il est en comorbidité, etc. Je vous rappelle la couleur jaune, la couleur bleue et la couleur rouge. On a choisi 3 couleurs primaires. Vous avez un score total qui va vous donner l'intensité de l'exercice. Est-ce qu'il a des grandes facilités, le patient? Donc, il est niveau 5, c'est presque vous et moi. Donc, le trouble cognitif marcheur en super forme et qui gambade partout, niveau 5. Et vous avez le niveau 1, la personne Parkinson, polychuteur, polymédicamentée, puis qui est presque proche de l'EHPAD parce que là, à un moment donné, il y a trop de soins à domicile qu'il faut donner ou presque. De 5 à 1 d'un point de vue physique ou très, très fragile. Ça, c'est l'intensité. Puis après, vous avez la spécificité de l'exercice, toujours non supervisé, mais enseigné une fois à faire à la maison, facile. Bleu, jaune, rouge, ça veut dire qu'il y a soit la composante jaune, soit la composante rouge, soit la composante bleue, qui dans son score total est le score le plus faible. Mais si vous avez 2 composantes faibles, on mélange les couleurs, parce qu'on aime ça, ça donne orange. Si vous avez un bleu et un jaune qui est faible, ça donne du vert. Si vous avez un rouge et un bleu, ça donne du violet. Puis si c'est les 3 qui sont égales, ça donne du marron. Ça permet quoi? Ça permet que M. Dupont, quel que soit le score et quels que soient les petits trucs, ça se fait. 2 façons de faire. On a des médecins qui détestent l'informatique, donc il y a la version papier. Ils sont capables quand même de le faire rapidement. Ça prend moins de 5 minutes en version papier entre poser la question et donner le pronostic. Et finalement, c'est la version électronique aussi, où ça se génère automatiquement pour ceux qui aiment l'électronique, parce que oui, on a des gens qui ne veulent pas travailler électronique. Donc, on y va sur 12 semaines et on y va pareil au moment où les soins à domicile pour les médicaments appellent. Donc, on n'a pas ajouté d'appel relié à un problème de structure de soins. Donc, pas de coût supplémentaire, si ce n'est le 5 minutes. À 1, 3, 6, 9. Et voici les programmes d'exercice avec un site Internet qui a été mis en place parce que pendant la pandémie, on a eu le malheur de devoir le commencer là-dedans, mais on ne pouvait pas voir les patients. Et les proches aidants nous ont dit, moi, quand j'ai mon père qui doit le faire, ben, j'aimerais savoir qu'est-ce que je lui dis de faire. Donc, il y a le programme d'activité physique qui peut le lancer ou tout simplement le kin ou le physiothérapeute qui explique ben, comment se plier, quoi regarder chez son père, quoi faire attention, etc. Et finalement, parce que c'était de la recherche, ben, on avait des petits indicateurs pour suivi et pour vérifier. Donc, on les réévaluait à 12 semaines. Et qu'est-ce qu'on a observé? Donc, ici, je vous montre les résultats pour ceux qui étaient en chute et en syndrome gériatrique. 81 ans en moyenne, 38% des hommes, 61% des femmes. Assez classique. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont réussi à faire 140 minutes d'activité physique par semaine à une intensité dite modérée à difficile, facile. Donc, on est dans ce qu'on essaye d'avoir comme gradient. Vous savez, votre niveau 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça nous permet d'aller taguer cette fameuse modérée. Parce que dès que c'est modéré, il rentre dans les recommandations d'activité physique. Donc, on y est presque et on est bon.
Au niveau de la satisfaction, on s'aperçoit que du côté du patient, c'est excellent et que même ceux qui avaient déjà des douleurs ou qui commençaient à avoir des douleurs, on a réussi à les traiter et on n'a pas eu de chute de rapporter alors qu'on n'était pas en supervisé. C'est souvent le problème. Au niveau du clinicien, parce que c'est notre première barrière, donc il faut savoir ce qu'ils en pensent, les 100% des gériatres ont trouvé ça pertinent et n'ajoutant pas ou peu de travail, puisque de toute façon, ces questions-là devraient être posées de façon orale souvent, mais c'est juste que là, au moins, ils ont un critère dans leur dossier qui se récupère. Ils ont trouvé que c'était peu de fardeau ou que le fardeau était tolérable. Il ne faut pas sous-estimer, quand on fait de la recherche, le fardeau qu'on peut ajouter, parce qu'on nous, on se dit, il faut faire ça, il faut absolument faire ça, ça, ça. Mais dans la vraie vie, on ne peut pas tout le temps. Et finalement, le score obtenu au fameux SUS, qui peut être contestable, mais c'est à peu près le seul outil validé, est considéré comme acceptable. Donc, l'utilisabilité peut être bonne. C'est bien beau de savoir que c'est acceptable. Puis tout à l'heure, on a parlé de dose-réponse. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse. On vient de dire que là, la prescription qu'on disait aux cliniciens, c'est de dire qu'il faut faire tous les jours. Mais moi, mon clinicien, il m'a dit, ouais, mais tous les jours, ou un petit peu moins tous les jours pour avoir un effet clinique. Donc ici, on a utilisé des modèles dont je ne vous montre pas la stat parce que ce n'est pas l'objet. Et on a voulu voir quelle dose-réponse pour améliorer cliniquement la vitesse de marche. Donc, avoir au moins 1 mètre par seconde d'amélioration, qu'est-ce que devrait dire notre clinicien au départ à la personne âgée et à son proche aidant? Ce qu'elle dit, puisqu'on montre, c'est que dépendamment de l'âge, puis je vais vous montrer comment ça va être fait, il faut qu'il fasse entre 119 et 165 minutes par semaine de ces petits exercices qui doivent être faits tous les jours. Mais le clinicien, on lui a même créé un outil d'arme décisionnelle. Donc, il regarde si il a dit, mon arbre, il a prôné haut, donc ici, vert et 5, il va aller chercher la lettre S, qui est ici. Il va aller chercher l'âge de son patient, il va faire une ligne droite et ça lui donne le nombre de fois par semaine que ce patient devrait faire le nombre d'exercices. Donc, Monsieur Dupont, selon votre âge, vous avez 75 ans, votre prescription vous dit que vous devriez un programme vert et 5. Je vous recommande fortement d'en faire au moins 5 fois par semaine pour avoir un effet cliniquement sur votre santé et rester chez vous. Parce que chez nous, ils ne veulent pas aller en EHPAD, ils ne veulent pas aller en RI, en RPA, comme un peu dans les régions comme la Normandie où le terroir et tout ça est formidable. Ce n'est pas les structures qui les intéressent. Alors, il y a un autre critère qu'ils aiment beaucoup, nos cliniciens, c'est le SPPB, comment ils s'améliorent. Donc, cliniquement, c'est au moins 1 point sur 12 d'amélioration. Et on a la même chose, c'est 145 minutes par jour, par semaine, qui doivent être faits. J'ai presque fini, donc je vais être dans les temps. Pareil, on leur a refait un tableau parce que nos cliniciens, ce qu'ils aiment, c'est que ça soit pratique, facile, rapide, pas coûteux dans le temps. Donc là, ils prennent toujours la prescription, toujours le temps, puis là, on leur dit c'est entre 5 à 6 fois par jour qu'il faut le faire. Donc, il faut y penser, il faut être pragmatique. Mon avant-dernier volet, les chutes post-urgence. Post-urgence chez des gens qui, nous, à l'hôpital, viennent pour une blessure mineure. Blessure mineure, c'est souvent les chutes, c'est dans 80% des cas une chute, et qui vont repartir des urgences sans être hospitalisés. Et ils ont peut-être vu un urgentologue, pas de gériatre, pas vu de physio, et ils reviennent chez eux, on leur dit c'est mineur, il n'y a pas de prise en charge à avoir, retournez chez eux. Sauf que quand ils viennent de chuter, le comportement qu'ils ont, c'est que 90% d'entre eux adoptent un comportement sédentaire et inactif qu'ils n'avaient pas avant. Et ce que la littérature montrait de nos équipes américaines et canadiennes dont j'ai intégré, c'est qu'ils étaient 3 fois plus avec des incapacités pour ceux qui étaient en santé, 10 fois plus pour ceux qui étaient déjà fragiles selon les critères de Fried ou de Rockwood. Post-urgence, post-3 mois et 6 mois. Alors, l'inactivité et la sédentarité, on est allé voir pourquoi, qu'est-ce que dit la littérature, mais qu'est-ce que nous disent nos patients? À peu près les mêmes. Hein. La peur de se reblesser, le fait que du coup, sa santé n'est peut-être pas bonne, le manque de transport pour aller dans un emplacement qui est spécialisé, parce qu'on lui dit, allez là-bas, mais lui, il se dit, si j'ai déjà peur de chuter, je ne vais pas me déplacer. Le manque de prescription, et oui, toujours la blouse blanche, elle va rester presque jusqu'au bout dans votre parcours de soins. Et finalement, que ce qu'on nous donne, ce n'est pas adapté pour des personnes âgées, il ne va pas se retrouver, il va avoir peur d'être nul ou d'être trop bon. Et je vous donne le cas pour les cancers. Ils n'ont pas envie d'être avec des cancéreux pour être pendant le cancer.
Ils ne se reconnaissent pas, et surtout s'ils sont avec des gens qui sont en fin de vie ou que la chimio, ça ne marche pas, ils se voient dans le parcours qui se disent c'est peut-être ça. Ça ne les intéresse pas d'être confrontés à la maladie. Donc, on pense des fois que les effets de groupe, c'est bien, mais vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être dans un groupe de malades comme eux parce qu'ils ne veulent pas voir à quoi ça peut ressembler plus tard ce qu'eux peuvent vivre. C'est un conseil que je vous donne. Alors, des fois, on se dit la technologie, ça ne marche pas. Ici, c'est une étude qui a été faite bien avant la pandémie, en 2016-2017. Et chez nous, faire 3 heures de route pour aller à un hôpital, c'est à peu près courant. D'accord? Mais on ne peut pas faire des activités. Et c'est des villages qui ressemblent où il n'y a rien. Il y a une petite mairie, c'est un bureau, puis il n'y a pas d'hôpital autour, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de soins à domicile non plus, donc il n'y a pas d'aide-soignante qui vient, il n'y a pas d'équipe mobile. Et donc, on s'est dit, comment on fait? Donc, on a une compagnie qui s'appelle Gentronics, qui est canadienne, en fait, qui est montréalaise, et qui a créé un exergame. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça date bien d'avant, qui maintenant s'appelle Ludofit, parce que maintenant, ça se fait sur un téléphone ou une tablette. Mais avant, il fallait amener le petit système de caméra de type Xbox, et ça donnait ça. L'avantage de, on peut préprogrammer des études et des profils. 2, le patient se voit, il a des rétroactions directes sur qu'est-ce qu'il fait. Monsieur Dupont, vous avez fait 80% de vos résultats, c'est très bien, vos mouvements sont bons à 75%. L'algorithme, pas totalement parfait, mais assez parfait pour que ça garde les gens motivés et sécurisés, y compris le proche aidant, mais surtout la personne âgée, l'aidant, le proche, et donc le professionnel, a des retours en direct pour savoir est-ce qu'il a fait cet exercice, combien il en a fait, combien de temps il est resté debout, etc. Et on a des alarmes là-dessus. Donc, voici le programme, préfet avec toute l'équipe, adhérence 89%, qualité des mouvements 87%, et finalement, pourcentage de sessions réalisées seules, c'est-à-dire sans le proche aidant ou sans un rappel du chose, 67%. Donc, ça veut dire que s'ils étaient en full autonomie, ils pourraient faire 2/3 de ce qu'on leur donne. Et comme je vous ai dit, un peu, c'est déjà mieux que 0. Au niveau de la satisfaction et de l'acceptabilité perçue, on est à 94-92, donc oui, ça peut fonctionner. Au niveau des difficultés perçues, que ce soit par les urgentistes ou pas, on est très très bon aussi là-dessus. Et finalement, on a des effets sur des marqueurs très cliniques, comme la vitesse de marche ici, d'un côté ou de l'autre, mesurée différemment. Donc ici, vous avez votre groupe d'exercice qui, au moment de l'urgence, à la sortie de l'exercice, puis 3 mois finissant l'exercice. Parce que c'est bien beau, tout à l'heure, je vous ai dit, on a une étude qui nous montre que quand on arrête d'avoir un soin, parce que ce n'est pas pris en charge, il faut là. Mais ce qu'on voit, c'est que le groupe d'exercice se maintient, le groupe contrôle a une courbe un peu bizarre, et celle d'en bas, là-bas, elle est super intéressante, c'est ceux qui sont en RI, RPA chez nous, donc c'est des gens qui ont besoin de soins assez pour plus être capables de rester à domicile parce qu'on n'est pas capable de fournir. Donc, ça pourrait être vos gens avec beaucoup de soutien à domicile, ou des gens qui vont en résidence intermédiaire, donc avant de rentrer en EHPAD. Et eux, ce qu'on voit, c'est que le bienfait est vraiment, vraiment extraordinaire là-dessus par rapport à un groupe contrôle. Et on a fait aussi ça chez des gens qui étaient YMCA dans un groupe versus Exergame versus rien, et on a observé que les deux avaient le même effet. Exergame ou se déplacer, mais que notre adhérence était bien meilleure chez ceux qui restaient avec les Exergames et non le YMCA. Alors, je vais finir, et là c'est vrai, avec les gens dans la communauté. Pourquoi? Parce que c'est quand même 13% des 70 ans et plus qui vont avoir aucun problème et que vous ne verrez pas dans votre sang. Et que malheureusement, les chiffres sont hyper mauvais parce qu'on gagne de l'espérance de vie, mais on ne gagne pas de l'espérance de vie sans incapacité. On en gagne autant avec incapacité que capacité, donc ça coûte aussi cher, même si on gagne de la vie. Donc, les mots d'ordre en ce moment, c'est notre nouveau plan ministériel en santé au Québec depuis le 1er novembre. La prévention et la promotion ont été enfin étatisées par nous. On n'a pas encore de sous, mais ça s'en vient. On va être content. Mais au moins, c'est déjà dans un plan ministériel. La bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, ils sont sédentaires, puis on ne sait pas quoi faire, etc. Ici, on a fait une étude. Globalement, regardez pas trop, sauf si vous êtes scientifique, puis que vous avez envie, puis je peux vous en parler. Mais on dit souvent que pour travailler la qualité musculaire, il faut faire des exercices en résistance, des exercices en puissance, des exercices avec des machines, donc avec une certaine force qu'il faut pousser. Un peu comme quand vous allez, on est allé au Mont-Saint-Michel où c'est écrit « Appuyez fort pour pousser votre porte du château ». C'est à peu près ça, mais là, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas le faire.
Les femmes, essentiellement, elles n'ont pas envie d'avoir des gros muscles, puis c'est pas élégant. Puis les hommes se disent, ben, je reviendrai jamais à mon poids de forme avant, donc ça leur rappelle qu'ils n'étaient pas si bons que ça. Et donc, on a regardé sur notre fameuse étude cohorte YMCA. Ben oui, c'est vrai, quel que soit l'âge, faire des exercices en résistance, ça marche. Par contre, faire des exercices aérobie pour préserver la qualité musculaire des membres inférieurs, ben ça fonctionne, surtout après 65 ans, 70 ans. Donc, vous voyez, à partir de la ligne orange, quand vous venez vers le bleu, donc 70-80, la courbe s'inverse, on est au-dessus. Donc, s'ils aiment faire des exercices aérobie et que ça les permet de rester en santé, faites-leur faire. Mieux, un peu, c'est toujours mieux que rien à la fin. Une fois qu'on a dit ça, c'est oui, mais quel genre d'exercice? Et oui, je fais faire de l'exercice intervalle à haute intensité sur elliptique à des personnes de 70 ans et plus. Et donc, on a comparé, est-ce que le HIIT, c'est meilleur que le modéré? Puisque le modéré, c'est quelque chose qui est le plus prescrit, surtout chez des gens obèses. Donc ici, c'était obèse sarcopénique. Ce qu'on observe, en fait, c'est que tout le monde s'améliore, mais le groupe HIIT s'améliore encore plus que le groupe modéré, alors que ça prend 2 fois moins de temps, que ce soit sur les arbres décisionnels. Par contre, lorsqu'on regarde la vitesse de marche, et ça c'est important, donc on retire le groupe et on le divise entre hommes et femmes, les femmes s'améliorent plus que les hommes au niveau de la vitesse de marche par rapport au HIIT. Donc on voit qu'il y a un effet sexe potentiel dans nos conclusions. Donc on ne mélange pas une Granny Smith. Et oui, le Outliers est un vrai Outliers, mais il ne tend pas à faire la différence. C'est l'inverse. C'est des femmes qui s'améliorent plus dans le delta. Au niveau, la dernière composante que j'oublie toujours, c'est la nutrition. Parce que l'état nutritionnel de départ peut avoir un impact. Et on a essayé de voir, est-ce que ajouter de la citrulline, qui est un composé acide aminé non essentiel, peut avoir un effet. Ce qu'on remarque, en fait, c'est que ceux qui font du HIIT avec de la citrulline ou pas, s'améliore significativement plus sur les paramètres de vitesse de marche mesurés par le fameux Time Up and Go, qui sont en normal ou en rapide. La dose peut avoir un effet. S'ils prennent moins de 1,1 g par jour, mais plus que 0,8, qui est la recommandation de tous les jours, la réponse à l'exercice va être différente. Donc, savoir à quoi ressemble votre patient au départ d'un point de vue nutritionnel peut avoir un effet, y compris sur un exercice en puissance de 12 semaines, supervisé en laboratoire, dans tout ce qu'on n'aime pas, mais qui fait qu'on a des recommandations à la fin. Par contre, la distribution par jour dans nos études ne semble pas avoir une influence sur la réponse tant que les gens mangent plus que 0,8 g par jour. Donc, une fois qu'ils ont atteint le minimum, l'adaptation, donc moins de 20 grammes à chaque repas ou plus de 20 grammes à tous les repas, ne semble pas influencer l'adaptation à l'exercice. L'ajout de protéines ne semble pas ajouter d'effet positif à l'exercice en puissance. Donc, chez des gens en santé qui mangent au moins 0,8 grammes, redonner une supplémentation, le super pouvoir, c'est l'exercice. Une fois que vous avez de l'exercice, la supplémentation ne semble pas marcher. Et alors, je voudrais vous remercier pour votre attention, mais surtout toute mon équipe qui est ici, une partie, parce que sans eux, je ne serais pas en face de vous. Ça passe d'abord par des étudiants, des coordos et des stagiaires à l'intérieur de ça, mais aussi des organismes subventionnaires qui nous donnent beaucoup de sous pour pouvoir faire ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention riche, dynamique, qui a rendu le propos clair et accessible. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. J'ai plein de questions en vrai, mais je vais juste en poser. J'attendrai un peu pour les autres. Au début, tu parlais de la force comme un bon prédicteur de la vitesse de marche. Est-ce que tu as testé aussi la puissance musculaire? Et est-ce que c'est meilleur que la force? En fait, les 30 secondes chaque test, qui est en fait un point de estimer la puissance musculaire d'un point de vue clinique, corrèle encore mieux avec l'amélioration de la vitesse de la marche. Forcément, puisqu'une marche est un déplacement et la puissance, souvent, c'est vitesse fois force. Donc,
Évidemment, elle a un petit effet supplémentaire. C'est juste qu'à l'époque où on le testait, cette force relative, le test de 30 secondes n'était pas si validé que ça. Puis mesurer la puissance était plus compliqué. Mais maintenant, on aime dans notre labo utiliser le 30 secondes chair test et l'estimer à l'intérieur de ça. Puis on a fait des logiciels pour que les cliniciens aient même des points d'ancrage là-dessus et les utiliser. C'est assez impressionnant les résultats sur la vitesse de marche. Il n'y a pas beaucoup d'études qui réussissent à améliorer autant la marche. Donc j'ai hâte d'avoir plein de détails sur comment vous avez fait. Est-ce que vous avez des suppositions, des hypothèses sur pourquoi les femmes se sont plus améliorées que les hommes? Alors oui, on l'a testé d'un point de vue corporel, puis on l'a testé d'un point de vue mitochondrial, au niveau des glies, des post-glies. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau synaptique, donc la capacité à contracter un muscle et à faire une contraction efficiente, on a développé au sein de notre laboratoire avec des neurologues et puis des chirurgiens une biopsie qui permet d'aller chercher la post-synapse et la glie chez l'humain et chez l'humain âgé. On a à peu près 90% de succès par rapport à l'autre. Et ce qu'on s'est observé, c'est que la réinnervation de sujets désinnervés s'améliore significativement plus. Et ces femmes étaient bizarrement plus obèses, un peu plus dynapéniques aussi que les hommes. Donc, il semblerait que c'est vraiment l'activation des deux. Et notre supposition aussi, c'est qu'on a fait ça sur elliptique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on n'a pas fait ça sur tapis parce que c'est trop dangereux quand ils sont obèses. Ça crée des contacts, surtout si vous faites du HIIT. Et l'elliptique, ça amène les deux mouvements sans trop de fonction. Donc, on pense que c'est leur profil, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger la pomme et puis la pomme Granny Smith et la Golden, mais aussi l'exercice, l'appareil. On aime beaucoup l'elliptique, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, l'elliptique? Ok, l'elliptique. Je suis aussi sur LinkedIn, puis je ne l'ai pas mis, je viens de m'apercevoir, mais bref, joignez-moi si vous avez des questions. Rebonjour, merci encore pour la présentation hyper intéressante. Pour moi, la surprise, là, c'est sur la citrulline. C'est hyper intéressant. Un peu comme Antoine, quel serait l'effet qu'il y a derrière par rapport, du coup, notamment au fait que souvent, facilement, on met en place des régimes riches en protéines, et puis il s'avère qu'au final… Ouais. Alors, la citrulline, l'avantage qu'elle a par rapport à la protéine, mais surtout par rapport à l'arginine, parce qu'en fait, c'est ça qu'elle devient, c'est qu'elle bypasse le plancher, l'extraction splanchique, et donc elle est intégrée tout de suite. Donc, par exemple, si vous voulez de l'arginine, vous ne donnez pas de l'arginine à vos patients, vous donnez de la citrulline, parce qu'en fait, la citrulline, elle est convertie, on va dire, à, je dis grossièrement, 80% en arginine, alors que l'arginine, quand vous la comprenez dans le sang, vous allez peut-être plus avoir que 50%. Donc, c'est un nutriment pour l'instant ou supplément qui pourrait être intéressant, qui a peu ou pas d'effet avec des interactions médicamenteuses, parce qu'on a aussi regardé, et qui semble avoir un impact, ça c'est le futur qu'on veut voir, mais il a un impact au niveau de certaines fonctions mitochondriales, dont la captation du calcium. On vient de le publier. Il y a des effets aussi sur certains MIR et certains biomarqueurs humains. Donc ça, c'est toute la partie que je ne vous ai pas présentée parce que ça, c'est de la recherche pure et que ce n'est pas forcément intéressant dans un gérontopole quand même. Et finalement, ça a des effets sur la composition corporelle, sur la masse et la force, mais c'est les hommes et les femmes ne répondent pas de la même façon. Les femmes vont surprenamment gagner de la force quand ils ont citrullinéine, et c'est les hommes qui vont perdre de la masse grasse, alors que normalement, en termes d'obésité, on avait pensé tout l'inverse. Donc, voilà, à peu près rapidement. Oui, vas-y. Elles sont, en fait, nous, on regarde des fois les deltas de changement plus que l'évolution, parce que justement, en effet, ça peut tirer, mais le changement, donc le pourcentage de changement est significativement plus important chez la femme que chez l'homme, pour justement débiaiser l'effet de l'âge ou débiaiser l'effet du sexe. Alors, j'espère que cliniquement, quand je reviens bientôt à Caen, grâce à Antoine, je vais avoir de l'activité physique dans toute votre pratique. Je viendrai voir votre hôpital pour voir le avant-après. J'espère en tout cas vous avoir convaincu. Puis je vous souhaite bon appétit, c'est ça? Merci beaucoup, Mylène.